de monde intéressé par le Japon, donc c'est un pays que j'affectionne beaucoup et pour lequel je suis passionnée. Donc, je vais vous présenter du coup le sommaire. Donc, dans ce webinaire, je vais vous parler de la destination Japon dans sa globalité, vous donner quelques informations essentielles et clés pour vous aider à vendre cette destination auprès de vos voyageurs. Et je vais faire ça assez rapidement puisque beaucoup d'agences connaissent déjà bien cet archipel. Cependant, si vous avez des questions, des remarques, besoin d'informations, je reste disponible pour vous répondre. Alors j'espère que vous voyez tous très bien, que c'est pas en décalé. Donc je vais aussi vous parler de Shanty Travel, de ce que nous proposons au sein de notre agence locale, ce que l'on offre à nos voyageurs séjournant au Japon. Et je vais vous donner aussi des informations, je reviens juste sur le sommaire, je vais vous donner des informations sur la situation actuelle au Japon et les éventualités pour le futur du tourisme. Et à la fin, comme le disait Aurélie, je répondrai à vos questions. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Fiona et je suis la responsable en charge du Japon pour Shanty Travel et ce depuis près d'un an. Je suis en ce moment basée en Asie, mais pas au Japon. Je suis à Hanoï, au Vietnam. Alors, donc Shanty Travel, c'est une agence locale spécialisée dans les voyages en Asie. Donc, ça a été créé en 2005 par Alex Lebehan et Jérémy Grasset, donc deux entrepreneurs passionnés de voyages en Asie. Donc, l'aventure Shanty a débuté en Inde et s'est étendue peu à peu auprès de nombreux pays en Asie. Donc, à ce jour, Shanty Travel a 12 agences locales en Asie et accompagne des voyageurs sur l'ensemble du continent asiatique et maintenant jusqu'en Asie centrale. Donc, comme je le disais, là, je suis à Hanoï, mais je me déplace très souvent au Japon puisque je suis à seulement 4 heures d'avion d'Osaka en tout cas et 4 heures et demie d'avion de Tokyo. Alors, donc pour information, Shanty Travel pour les agences de voyage, c'est des devis en 24 à 48 heures, des thématiques de voyage diversifiées et à visage humain pour tout type de voyageurs. On voyage sur mesure, à la carte et des départs garantis. Donc pour le Japon, on n'a pas encore de départ garanti, mais on le fait pour le départ pour d'autres pays en Asie. Donc le devis il est modifiable et à votre image et on pratique la marque blanche. On a aussi des guides francophones, un accueil sur place, roadbook, une conciergerie 24 heures sur 24, la gestion des risques et des urgences et aussi on pratique la politique du zéro carbone. Aussi, on peut fournir aux agences de voyage des calendriers météo, des fêtes et festivals et aussi des guides de voyage si besoin est. Alors, je vais vous donner très rapidement des informations sur le Japon, mais donc on va faire ça vraiment assez vite. Donc, le Japon, c'est un archipel situé tout à l'est de l'Asie que l'on surnomme le pays du soleil levant. Donc, vous devinerez pourquoi. Et il y a 377 975 km de superficie totale et 3300 km de long. Donc, peu de personnes s'en rendent compte, mais le Japon a plusieurs frontières maritimes, donc avec la Chine, Taïwan, la Corée du Nord, la Corée du Sud, les États-Unis avec les îles Mariannes, les Philippines et la Russie. Et le Japon, c'est aussi 6852 îles, dont seulement 450 qui sont habitées. Mais on aura 4 îles principales. Donc, j'espère que vous voyez le curseur. Donc, on aura au nord Hokkaido. Au centre, on a Honshu. Et un peu plus au sud, on a Shikoku et Kyushu. Et tout au sud, on a également les îles Okinawa. Donc, elles sont représentées ici, mais elles se trouvent à l'extrême sud, tout proche de Taïwan. Donc l'archipel a une forte activité volcanique et sismique. Et hier, par exemple, il y a eu 3 séismes de magnitude 4 à 5, mais en réalité, il y en a beaucoup plus, mais qui ne sont pas forcément perceptibles.
Alors, je vais vous présenter maintenant quelques informations basiques mais importantes. Ça fait un peu cours de géographie, mais libre à vous de reconsulter tout ça un petit peu plus tard. Donc, comme vous le savez, et j'espère, la capitale est Tokyo. Les religions, on aura le shintoïsme et le bouddhisme, et la grande majorité des personnes se déclarant croyantes au Japon sont plutôt shintoïstes. Donc, pour information, le shintoïsme est un ensemble de croyances anciennes mélangeant plusieurs éléments polythéistes et animistes fondés sur le culte de ce qu'on appelle les kami. Donc, ce sont des esprits ou des divinités que l'on retrouve en fait partout autour de soi. Donc pour la langue officielle, c'est le japonais et elle est parlée par à peu près un peu plus de 98% de la population. Donc on a une population justement de plus de 125 millions d'habitants, donc c'est presque 2 fois le nombre d'habitants en France. Ensuite, on trouve 4 saisons différentes au Japon. Donc l'été, l'automne, l'hiver et le printemps, un petit peu comme en France, avec des hivers rigoureux au nord et, euh, et en altitude et plutôt doux dans le sud du pays. Donc en ce moment, concernant la monnaie, donc c'est le yen, on est à 1 € pour 117 yens. Pour les visas, il n'y a pas de visa qui est requis. Pour les séjours de moins de 90 jours, on a en fait une exemption de visa. Et cela est le cas pour les citoyens français, allemands, belges, canadiens et suisses. Ensuite, pour les vaccins, donc il n'y a aucun vaccin qui est requis, mais il est conseillé bien sûr d'avoir ces vaccins à jour. Pour les vols, donc là j'ai pris l'exemple Paris-Tokyo. Il faut compter à peu près 600 à 800 €. Donc, sachant qu'on peut faire un aller-retour Paris-Tokyo, comme on peut faire un Paris-Tokyo et un retour par Osaka jusque Paris. Et ce sera à peu près, à peu de choses près, les mêmes prix, sachant qu'on peut aussi descendre selon la saison et aussi que on peut tout à fait grimper jusqu'à 1 000 €. Ensuite, si on veut faire des escales, il est tout à fait possible de le faire. On peut faire une escale à Taïwan, on peut faire une escale en Finlande, on peut faire une escale aussi en Corée du Sud. C'est vraiment les 3 qui sont les plus populaires. Et là, on peut avoir des vols entre 400 et 600 € selon si c'est une basse saison et jusqu'à 700 € si c'est plutôt haute saison. Alors, maintenant, je vais vous parler en fait de ce qu'on peut trouver au Japon. Donc moi j'aime dire que le Japon est un pays jumeau de la France, c'est-à-dire qu'on y retrouve une grande richesse à la fois naturelle et culturelle. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant, notamment pour des groupes, je dirais, intergénérationnels, ce qui arrive dans presque une demande sur 3, je dirais. Donc vous avez des groupes avec des enfants, des adolescents, des parents, des grands-parents. Et là, vous pouvez mettre en avant tous ces côtés. Que le Japon, c'est pour les amoureux de la nature, du trek, de la culture, qu'on peut avoir toutes sortes d'expériences en tout genre, et notamment des expériences uniques que l'on ne retrouvera qu'au Japon. Donc, par exemple, on peut avoir la cérémonie du thé, qui est aussi appelée Chanuyu, et on peut aussi faire une rencontre avec des maiko. Donc les maiko, ce sont les élèves geiko. Et les geiko, on les retrouve aux alentours de Kyoto, dans Kyoto même, et dans d'autres villes, on va les appeler les geisha. Donc peut-être que vous connaissez plutôt sous ce nom-là. Aussi, on va pouvoir expérimenter certains hébergements comme les ryokan. Donc les ryokan, ce sont les auberges traditionnelles japonaises. Ce sont des auberges typiques. Vous êtes servi par des Japonais dont vous allez séjourner dans une chambre japonaise, vous allez dormir dans un futon posé sur des tatamis, vous allez manger la cuisine traditionnelle kaiseki et surtout vous allez vous baigner dans les onsen. Donc les onsen, ce sont des bains chauds qui sont chauffés naturellement grâce à l'activité volcanique et géothermique du Japon.
Aussi, au Japon, il est possible de faire certaines activités comme les parcs à thème. Donc, on va retrouver par exemple Universal Studios, Disney Sea, Sanrio pour Hollande, donc c'est le parc Hello Kitty. Et aussi, on peut visiter des quartiers modernes à Tokyo, à Osaka, ce qui plaît beaucoup aux adolescents et aux jeunes parents sans faire trop de généralités. Et surtout, ce qui est intéressant avec le Japon, ce sont ces multitudes de paysages qui permettent d'adapter le séjour en fonction de la demande des voyageurs, avec du balnéaire, du ski, des treks. On peut vraiment faire de tout au Japon. Donc ici, je vous ai mis quelques images du coup pour que vous vous rendiez un petit peu compte si vous connaissez vraiment pas le Japon. Ici, on va voir des montagnes, des plages de sable blanc qu'on peut retrouver à l'extrême sud du pays. Ici, c'est une image de forêt avec un cimetière. Donc ici, c'est à Koyasan. Ici, je vous ai mis un exemple de onsen. Donc ce que je vous disais, ce sont les bains chauds japonais. Et ici, je vous ai mis quelques exemples de culture japonaise. Donc là, vous avez une ethnie que vous retrouverez tout au nord du Japon qui s'appelle l'ethnie Ainu. Au centre, ici, vous avez les populations des îles Okinawa. Et ici, vous avez les fameux kimonos. Alors, maintenant, je vais vous faire une présentation assez générale des saisons au Japon. Donc, c'est aussi quelque chose que vous pouvez mettre en avant auprès de vos voyageurs. Donc, il est possible de visiter le Japon en toute saison. On y trouvera forcément des atouts, des attraits. Donc, contrairement à certains pays d'Asie où on a une saison sèche et une saison humide, au Japon, on a, à quelques exceptions près, on a vraiment 4 saisons. Donc, l'hiver, hormis l'extrême sud et l'extrême nord du territoire, on aura des températures assez fraîches, voire froides, avec de la pluie et parfois de la neige, et notamment de fortes chutes de neige en altitude. Alors, je vais vous montrer en même temps une petite carte, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Donc ici, on va voir une carte des reliefs. Donc là, on ne voit pas la carte de Hokkaido, mais ici, il fait extrêmement froid en hiver. Et en fait, ici, au centre, vous allez avoir les Alpes japonaises où il y a de fortes chutes de neige. Vous en avez également par ici, autour du mont Fuji. Et à Nikko, tout au nord ici. Donc, comme je disais, en hiver, on peut tout à fait visiter le Japon, mais il faut avoir en tête qu'il peut y avoir des fortes chutes de neige selon les jours. Ensuite, pour le printemps, je vais juste revenir sur... Ah, voilà. Pour le printemps, c'est vraiment la saison haute. Donc, puisque la grande majorité des voyageurs seront intéressés par la floraison des cerisiers, aussi appelée en japonais les sakura. Donc, elle débute généralement fin mars dans les îles principales du Japon et se termine en avril. Donc, c'est assez rapide. Il faut noter aussi que la floraison se fait du sud vers le nord, avec des variantes selon l'altitude, le temps. C'est assez imprévisible, mais en tout cas, ça a toujours lieu entre mars et avril. Et la floraison, du coup, comme elle commence dans le sud de l'archipel, à Okinawa, par exemple, elle se fait dès février. Donc, si vos voyageurs manquent la floraison dans une ville, ils peuvent toujours se rattraper dans une autre. Pour le mois de mai, donc le mois de mai est quand même assez ensoleillé, mais il faut faire attention puisqu'il y a ce qui s'appelle la Golden Week. Donc la Golden Week, c'est une succession de jours fériés, donc les prix des hébergements sont de fait beaucoup plus élevés. Pour le mois de juin, c'est une période qui est en basse saison, mais que vous pouvez recommander auprès de vos voyageurs. Ensuite, pour l'été, donc il fait très chaud et très humide. Moi-même qui vis au Vietnam, j'ai du mal à le supporter. Donc il faut bien prévenir vos voyageurs et aussi qu'il y a un fort risque de typhon.
Donc surtout au mois d'août et au mois de septembre, mais la saison des typhons, elle, s'étend sur tout l'été et jusqu'en octobre. Et je pense notamment, si vous vous souvenez bien, du typhon qui s'est abattu sur le Japon en octobre dernier pendant la Coupe du monde de rugby. Donc ce typhon a fait beaucoup de dégâts avec des glissements de terrain, des inondations. Donc voilà, il faut bien prévenir ces voyageurs. Après, les typhons, il y en a chaque année, mais ça ne touche pas forcément toutes les villes. Sachant qu'un typhon, en général, passe sur un territoire sur 2 à 3 jours, et ensuite le beau temps revient. Donc ouais, ça va. Sur plusieurs voyages au Japon, en été, j'ai eu que 2 fois des typhons. Ensuite, donc je reprends sur les saisons. En octobre et en novembre, vous avez une autre haute saison qui est l'automne, donc avec le changement de couleur de feuilles. Donc vous avez les ginkgos et les érables qui changent de couleur. Il y a tout de même moins de monde que lors des cerisiers en fleurs, mais c'est vraiment c'est quand même une haute saison et en fait c'est ma saison favorite. Donc pourquoi? Parce qu'il fait doux, c'est beaucoup plus agréable pour les visites à la fois et c'est surtout super pour faire des photos. Alors maintenant, je vais vous présenter ce que l'on fait chez Shanty Travel. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous proposons des voyages à la carte. Nous nous adaptons aux envies de nos voyageurs et tout est personnalisable. Pardon. Donc, cependant, pour les guider, en fait, nous avons 3 itinéraires types sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour ensuite démarrer la personnalisation. Donc, par exemple, celui-ci que l'on a appelé Rencontre avec le Japon, on est vraiment sur un voyage basique, si je puis dire, pour voir les incontournables du pays sur une période assez courte puisqu'on est sur 12 jours. Donc, concernant le prix, on est sur 1780 euros pour une base de 4 personnes, à savoir que nous proposons des hébergements confortables avec au moins une fois un ryokan. Donc, ryokan, encore une fois pour rappel, c'est les onsen, chambre japonaise, dîner kaiseki, etc. Et aussi, ce voyage va comprendre le JR Pass. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est le JR Pass, c'est un pass en fait de transport qui vous donne accès en illimité aux trains à grande vitesse. Donc, au Japon, on appelle ça les Shinkansen. Et ce pass vous donne accès à presque tous les trains. Et vous avez 2 catégories. Vous avez la catégorie ordinaire, qui est la seconde classe, et la catégorie green, qui est la première classe. Et en fait, ce JR Pass, il est disponible en 7 jours, 14 jours ou 21 jours. Donc, on donne ce JR Pass aux voyageurs. Donc, pour celui-ci, c'est 7 jours. Et aussi une carte Suica. Donc, Suica, c'est une carte de transport en commun donc, qui vous donne accès au tramway, au bus, au métro. C'est l'équivalent pour les Parisiens du Pass Navigo. Et elle est déjà créditée de 1500 yens. Et ensuite, on peut la recharger. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut aussi faire office de porte-monnaie électronique. Donc, on peut aller dans un convenience store et acheter, faire ses petits achats avec sa carte de transport. Pour ce voyage, on donne aussi le Hakone Pass. Donc, le Hakone Pass, c'est une petite carte en fait qui vous donnera accès au transport en commun dans toute la zone Hakone. Donc Hakone, c'est tout ce qui se trouve autour du grand parc national du mont Fuji. Donc avec ce pass, vous pouvez avoir accès gratuitement donc au transport, à certains parcs, aux téléphériques et à plein d'autres choses, et également des réductions dans certains restaurants. Aussi, ce qu'on va proposer aux voyageurs, c'est la Pocket Wi-Fi. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est la Pocket Wi-Fi, en fait, c'est un petit boîtier qui donne accès à Internet en illimité.
On peut aussi avoir, si on le souhaite, une carte SIM, mais quand même la Pocket Wi-Fi, c'est très pratique puisqu'on peut connecter jusqu'à 8 à 10 appareils selon la Pocket Wi-Fi. Et dans ce cas-là, ça revient, c'est beaucoup plus pratique si on est un groupe. Aussi, dans ce circuit, il y aura 2 journées guidées par un guide francophone. Nous pouvons aussi proposer des guides anglophones et germanophones. Et pour information, les guides parlent tous japonais. Donc le prix aussi comprendra un accueil à l'aéroport par un assistant francophone. Donc celui-ci accueillera les voyageurs, répondra à leurs questions si besoin, les aidera à comprendre les transports en commun, à réserver des trains si besoin, à récupérer leur pocket Wi-Fi. Donc la pocket Wi-Fi, on peut la récupérer soit à l'aéroport, soit à leur hôtel. Et pour aider aussi à activer les JR Pass, la Suica, mais surtout, ce qui est rassurant pour les voyageurs, c'est de se faire accompagner de l'aéroport jusqu'à leur hôtel. Donc pour l'itinéraire, je vais vous montrer rapidement sur la carte le chemin. Donc en fait, les voyageurs, ils vont arriver, j'espère que on voit bien, ils vont arriver dans cette zone, donc Tokyo, et ensuite ils vont se diriger sur le mont Fuji pour ensuite terminer leur périple dans cette zone. Donc ici, vous avez Kyoto, Osaka, Nara. Et en fait, ils vont repartir sur, par exemple, la France par l'aéroport d'Osaka. Donc, voilà, c'est vraiment un voyage basique. Mais c'est ce qui plaît le plus et c'est vraiment une base pour pouvoir éventuellement personnaliser. Alors maintenant, je vais vous montrer un deuxième circuit. Donc pour ce circuit-là, le Japon authentique, il y a quelques différences avec le précédent et notamment dans la durée puisqu'on est sur 16 jours et que l'on aura cette fois-ci 6 jours de visite guidée. Donc si on prend en compte le jour d'arrivée et le jour de départ, cela fait tout de même la moitié du séjour avec un guide. Donc ici, on pourra proposer des expériences uniques comme par exemple un food tour à Osaka, une cérémonie du thé à Hakone, un dîner avec des maiko à Kyoto, la visite matinale du sanctuaire Kasuga Taisha à Nara, ou une nuit dans un ryokan où les bains sont privatisables puisque les bains au Japon sont quasiment publics. Et ensuite, on pourra aussi pratiquer l'ikebana. Donc l'ikebana, c'est l'arrangement floral japonais traditionnel. On pourra faire des dégustations de saké. On pourra également visiter la campagne japonaise proche de Tokyo en se dirigeant vers le lac Biwa. Donc le lac Biwa, c'est le plus grand lac d'eau douce du Japon. À ce moment-là, on pourra marcher dans les champs de thé, faire une dégustation de thé matcha, visiter une famille japonaise, se promener à Uji, visiter le temple Byodoin. On peut faire énormément de choses dans ce circuit. Mais surtout, contrairement au premier qui s'arrête dans la région d'Osaka, Kyoto, Nara, les voyageurs vont pouvoir poursuivre leur périple jusqu'à Hiroshima, Miyajima, où se trouve le plus beau torii du Japon, le plus connu d'ailleurs, et ce en passant par Kurashiki, Okayama et Naoshima. Donc rapidement, Kurashiki, c'est surnommé le petit Kyoto et il est possible de se balader sur les canaux. Et aussi, la ville possède un superbe et magnifique centre historique. Donc ça plaît vraiment beaucoup. C'est un peu différent de Kyoto, il y a beaucoup moins de monde, mais aussi c'est beaucoup plus petit. Et pour l'île de Naoshima, donc quant à elle, c'est une île qui est en fait presque entièrement dédiée à l'art moderne, où vous trouverez des musées, des œuvres d'art en plein air, et c'est assez agréable de s'y balader à pied ou à vélo. Donc, pour reprendre la carte, en fait, donc, on arrive, comme je disais, à Tokyo, puis le mont Fuji, puis cette zone-ci. Et ensuite, vous avez Hiroshima, Miyajima ici, et Kurashiki, Naoshima se trouve au centre ici. Donc, voilà pour ce circuit.
Ensuite, on a un circuit appelé au cœur du Japon traditionnel. Donc, celui-ci, il sera plutôt orienté pour les amoureux de la nature, du trek, des voyages, des voyages un peu plus lents, un peu plus tranquilles. Donc, il est similaire aux deux premiers pour la première moitié. Donc, mais pour la seconde, on se dirigera vers le nord pour atteindre Kanazawa et les Alpes japonaises, avec Takayama, des villages typiques comme Shirakawa-go ou Hida-no-Sato. Donc ici, je vous ai mis en image un petit exemple d'un village typique. Donc vous avez les maisons traditionnelles au toit de chaume et en fait, ça c'est assez intéressant de le faire sur une journée. Par exemple, quand on passe de la ville de Kanazawa à Takayama, on peut y faire un arrêt d'une demi-journée ou d'une journée entière. Donc ce circuit, il est plutôt à recommander lors des saisons automne et printemps, donc lors des momiji et des sakura, pour pouvoir mieux apprécier en fait les treks et les promenades. Alors, ici, on a une petite particularité. Donc, c'est un tout petit circuit en fait à intégrer dans un voyage. Donc, cela arrive parfois que l'on reçoit des demandes de voyageurs ou même d'agences qui ont déjà réservé une bonne partie du voyage par eux-mêmes, mais souhaitent tout de même faire appel à une agence pour une partie donc, qui sont peut-être un peu moins sûrs ou alors qui ont le désir d'être guidés de A à Z. Donc, pour exemple, avec Merveille du Kansai, donc on n'a pas de transport inclus puisque les voyageurs sont censés déjà avoir leur JR Pass, leur Suica, etc. Mais on a 3 jours de visite avec dans Kyoto. Non, pardon, on a 3 jours de visite sur la durée du séjour, dont Kyoto, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à voir sur Kyoto. Et surtout, vous allez avoir la visite, la découverte de Koyasan. Donc, Koyasan, si vous ne connaissez pas, c'est la montagne sacrée qu'on va trouver dans la région de Wakayama. Et donc, les voyageurs feront une petite retraite spirituelle en dormant dans un temple parmi les croyants. Ils expérimenteront le silence, la prière, la nourriture bouddhique. Et c'est vraiment une expérience à part entière. Donc ça, on peut tout à fait le proposer pour la région du Kansai et Wakayama également, mais on peut tout à fait le proposer sur d'autres régions que l'on peut intégrer dans un voyage qui est en partie déjà réservé. Alors maintenant, je vais vous parler brièvement du tourisme au Japon avec quelques chiffres. Donc en 2017, le tourisme au Japon avait bondi de 20%, ce qui est quand même énorme. Et en 2018, donc 31 millions de visiteurs se rendent au Japon, ce qui affichant une progression de 8,7% sur un an. Et le nombre de voyageurs français a lui progressé de 12,5%. Donc le Japon comptait pour 2020 atteindre un objectif de 40 millions de visiteurs grâce aux Jeux Olympiques, mais bien sûr, au Japon et dans le monde entier, comme nous traversons une situation sanitaire assez exceptionnelle avec l'épidémie de Covid-19, le Japon n'atteindra pas ses objectifs puisque le tourisme est en ce moment quasiment réduit à néant. Alors ici, c'est assez intéressant et je pense que il faut le savoir. Donc, pourquoi les Français aiment le Japon? Donc, le Japon est un pays qui se distingue quand même des autres pays d'Asie de l'Est. Donc, la France est le premier pays européen en nombre de visiteurs au Japon. Donc, on se situe à la 15e position. Et les premiers pays visiteurs sont d'autres pays d'Asie, donc notamment la Chine, la Corée du Sud et le Vietnam. Donc en 2017, c'est plus de 268 000 visiteurs qui se sont rendus au Japon. Je parle des visiteurs français. Et comme je le disais, le Japon est vraiment un pays jumeau avec la France. Donc on va avoir des paysages multiples,
de nombreux sites naturels, historiques, de la gastronomie, une riche gastronomie, une culture, une histoire. Et les Français, en général, aiment la rencontre avec les locaux et leur culture mixte entre tradition et modernité. Donc ça, c'est un argument qu'on va beaucoup retrouver dans les guides papier, les blogs, les vlogs, les reportages. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve de nombreuses festivités au Japon avec les Matsuri. Donc les Matsuri, ce sont les fêtes locales, souvent annuelles. Et la diversité culturelle aussi fait du Japon l'un des pays où il y a le plus d'événements. Aussi, à noter l'architecture unique au Japon, mêlant chinois, coréen, bouddhisme, shintoïsme, des édifices de style moderne. C'est ça qui plaît beaucoup et qui en met plein les yeux aux voyageurs, surtout la première fois. Et aussi les expériences insolites. Donc, à travers des activités, des hébergements inconnus pour les voyageurs européens, comme les hôtels capsules, les ryokan, les shukubo. Les shukubo, ce sont les temples où l'on peut dormir, donc comme je disais tout à l'heure, à Koyasan. Donc ça, ce sont des shukubo. Aussi, ce qui est assez particulier, c'est sa culture moderne, donc fascinante. Le Japon fait partie des pays les plus développés au monde. On y trouve grandes villes, gratte-ciel, nouvelles technologies. Et ce qui parle beaucoup aux Français, les jeunes comme les moins jeunes, ce sont les animés, les mangas, les jeux vidéo. Donc les Français en général sont les Français sont les premiers lecteurs de mangas au monde derrière le Japon. Donc on trouve en France, par exemple, de grands événements dédiés à la culture japonaise, tels que Japan Expo, qui a attiré l'année dernière 250 000 visiteurs. Et la prochaine édition, malheureusement, comme les Jeux Olympiques d'ailleurs, est reportée à l'année prochaine. Donc vraiment, le Japon, c'est un rêve pour les voyageurs qui s'y rendent. On ne fait pas une demande de programme par hasard. Il y a forcément quelque chose derrière une demande de voyage Japon. Le Japon, c'est un pays qui est tellement unique que si l'on peut, par exemple, recommander à des voyageurs de remplacer leur idée de visite, je ne sais pas, en Thaïlande, on peut remplacer ça par le Vietnam, on ne pourra pas le faire pour le Japon. Il n'y a pas vraiment d'alternative similaire. Alors, maintenant, je vais aborder la situation actuelle. Donc, je vous ai mis deux graphiques que vous pouvez aussi trouver en ligne. Donc, le premier est un logarithme du nombre de cas. Donc, on voit bien l'évolution, mais on remarque tout de même qu'elle n'est pas si grandissante que ça. Et si l'on compare, par exemple, aux États-Unis ou à l'Italie il y a quelques semaines, c'est assez moindre. Pour le second graphique, ce sont le nombre de cas reportés par jour. Donc là, on voit qu'il y a parfois des pics, mais ça commence un petit peu à descendre. Donc aujourd'hui, au Japon, à la date d'aujourd'hui, oui, du 28, on est à 13 618 cas. Auxquels s'ajoutent 712 cas à bord du navire de croisière Diamond Princess. Donc j'imagine que vous en avez entendu parler. C'est un navire qui a accosté à Yokohama et en fait qui a été où on n'a pas permis aux voyageurs de sortir puisqu'il y avait beaucoup de cas de Covid-19 dessus. Donc les cas qui ont été recensés ont été dans 46 départements sur 47, donc quasiment partout au Japon. Mais les plus touchés aujourd'hui sont Tokyo, Osaka et Kanagawa. Donc Kanagawa, c'est au sud de Tokyo, donc c'est vraiment dans les lieux où il y a le plus de monde, ce qui est tout à fait normal. Après, on va avoir seulement, si je peux dire seulement, 394 personnes qui sont décédées, donc ce qui reste relativement faible. Si aujourd'hui le nombre de cas évolue quand même positivement dans le Japon, c'est tout de même assez épargné car le Japon a su faire face dès le début à la pandémie en prenant des mesures utiles
pour se protéger, mais aussi, comme vous le savez, culturellement, les Japonais ont tendance à porter le masque dans les espaces publics et cela les a sûrement grandement aidés. Alors pour continuer, le Japon a pris diverses mesures en fait pour se protéger. Les écoles sont fermées depuis le 29 février et ce jusque début mai, en tout cas pour le moment. Ça va peut-être être prolongé, mais il n'y a pas encore d'informations à ce sujet. La suspension de la validité des visas délivrés avant le 20 mars, la suspension de l'exemption des visas pour les courts séjours, une autoquarantaine pendant 2 semaines pour les personnes au retour d'un pays au nombre croissant de cas, mais cela s'applique en grande majorité pour les Japonais en retour de voyage. Et aussi, à compter du 27 mars, le gouvernement japonais a mis en œuvre une interdiction totale d'entrée au Japon pour toute personne non japonaise ayant séjourné dans un pays européen, dont la France, dans les 14 jours précédant son arrivée. Donc là, pour l'instant, il n'est pas possible d'entrer sur les territoires. Il y a seulement les Japonais, par exemple les expatriés japonais à l'étranger qui peuvent rentrer ou éventuellement des Français et Françaises mariés à des Japonais et des Japonaises. Eux, ils peuvent rentrer, mais par contre, ils sont obligés de faire une auto-quarantaine. Aussi, et comme en France et dans beaucoup de pays aujourd'hui, les salariés sont obligés de faire du télétravail. Alors maintenant, je vais aborder les suites pour le tourisme au Japon. Donc le Japon a toujours su se relever, c'est important de le noter, parce que de nombreuses catastrophes naturelles ont déjà secoué le pays. Donc des typhons, des tremblements de terre, des tsunamis. Je repense à Fukushima il y a quelques années et plus récemment le typhon qui a eu lieu en automne 2019. Et donc on va pouvoir, j'espère, promouvoir un tourisme différent et plus novateur puisque avec tout ce qui se passe en ce moment, les voyageurs auront sûrement des demandes différentes, une vision plus tournée sur l'essentiel. Le budget aura également changé, il faudra donc s'adapter. Aussi, de nouvelles perspectives, puisque la réorganisation des Jeux olympiques permettra sûrement de mieux appréhender et organiser l'accueil des voyageurs, puisque récemment encore, je recevais énormément de demandes que l'on ne pouvait pas forcément honorer à cause de problèmes de budget du côté des voyageurs ou de disponibilité pour certaines activités et certains hébergements. Donc les Jeux olympiques ont été finalement reportés et les dates officielles sont maintenant du 23 juillet 2021 au 8 août 2021. Donc pour information, ils étaient initialement prévus du 24 juillet au 9 août 2020. Donc là, ça a été reporté, c'est officiel et maintenant j'espère qu'on va pouvoir préparer la suite. Voilà, donc la présentation est terminée. Merci de votre attention. Je vais pouvoir répondre maintenant à vos questions, si vous en avez, concernant le Japon et éventuellement sur la situation actuelle. Je vais essayer d'y répondre au mieux. Et je vous mets également mes contacts. Donc, je reste disponible par la suite. Si vous n'avez pas de questions maintenant, vous pouvez tout à fait me joindre par Skype, par email ou bien par WhatsApp. Et je vous mets aussi les contacts de Gauthier, qui est le responsable partenariat B2B. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je vais y répondre. Alors, première question, qu'est-ce que Momiji dans le calendrier? Donc Momiji, en fait, c'est le nom que l'on donne au changement de couleur des feuilles en automne. Donc en fait, pour avril, on va appeler ça les sakura et pour novembre, on va plutôt appeler ça les Momiji. 。
Alors, est-ce qu'on peut prendre les bus à Kyoto avec la Suica? Oui, bien sûr, on peut prendre les bus. Il y a quelques exceptions, mais globalement, on peut prendre tous les transports en commun avec la carte Suica. On a aussi la carte Pasmo, la carte Icoca. Il y a plein de cartes différentes selon les régions, mais globalement, elles sont utilisables partout sur le territoire. Alors, est-ce que ce programme est en all-in? Donc j'imagine que c'était sur l'un des 4 programmes. Alors, généralement, all-in, on ne propose pas. Pourquoi? Parce que c'est vraiment pas pratique. Donc on va plutôt proposer les petits déjeuners qui sont tout le temps compris avec les hébergements. Et aussi, on va proposer parfois quelques déjeuners avec le guide, par exemple. Et on va proposer certains dîners et expériences. Donc les dîners, ça peut avoir lieu lorsque, lorsque vous êtes en ryokan. Donc là, ce sera oui en all-in. Et aussi, on peut proposer des dîners spectacles. Mais généralement, le Japon en all-in, ça ne se fait pas trop. Alors, est-ce que ce programme propose une nuit à Naoshima? Alors, on peut le proposer à la carte, mais dans le programme que j'ai présenté, en fait, la nuit se fait plutôt à Kurashiki. Donc, c'est vraiment assez proche de la ville. Il suffit en fait de prendre le train de Kurashiki jusqu'à Uno. Uno, en fait, c'est le port. Et de Uno, vous pouvez prendre un ferry jusqu'à Naoshima où vous y passez la demi-journée ou la journée. Et ensuite, vous retournez à Kurashiki ou alors vous continuez votre chemin en direction d'une autre ville, par exemple Hiroshima, ou alors un retour à Osaka. Mais Naoshima, on peut y rester si on le souhaite, mais pareil, ça ne se fait pas trop. Il y a très peu d'hôtels sur cette île. C'est plutôt réservé, comment dire, aux visites à la journée. Donc pour faire les musées, faire de la bicyclette ou bien juste se balader. Alors, pour le programme 3, comment se font les trajets vers et dans les Alpes japonaises? Alors, on peut le faire par le train, donc en utilisant sa carte JR Pass. Et là, on peut prendre du coup le train de Kanazawa en faisant une escale dans une autre ville, puis en rejoignant Takayama. Mais en fait, moi, ce que je préfère proposer, c'est plutôt le bus. Donc, vous avez ce qui s'appelle le Nohibus. Là, vous pouvez prendre le Nohibus. C'est très pratique. Il y a plusieurs horaires. On les réserve pour les voyageurs à l'avance. Et il suffit en fait d'aller à l'arrêt de bus. Vous prenez votre bus et les transports japonais sont toujours à l'heure. Donc, c'est super. Et là, on se rend en fait soit de Kanazawa jusqu'à Takayama, soit de Kanazawa jusqu'à Hidanosato ou Shirakawa-go. Et ensuite, on reprend le bus pour Takayama. Ça, c'est un exemple d'itinéraire. Et on en a de 1 heure à 1 heure et demie de bus dans les Alpes. Et c'est vraiment très agréable puisque quand on prend le train, on voit un petit peu moins les paysages. Donc le bus, c'est vraiment parfait pour parcourir les Alpes japonaises. Alors, est-il facile de se déplacer seul au Japon? Panneaux, indications sont-ils uniquement en japonais? Alors, ça peut parfois être difficile de se déplacer au Japon, surtout les premiers jours, mais on s'y fait assez rapidement. Alors moi, ce que je conseille, c'est justement de se connecter à sa pocket Wi-Fi, de toujours avoir Google Maps avec soi, parce que ça indique vraiment tout. Donc il suffit de mettre son itinéraire au départ, par exemple de son hôtel, jusqu'à là où on veut aller. Et en fait, ça vous dit quel transport prendre, quel arrêt, quelle direction, les couleurs, etc. Donc au final, c'est vraiment très très pratique, mais il faut toujours avoir une connexion. Après, nous, on vous fournit un roadbook où il y a tout écrit. Donc éventuellement, s'il n'y a plus de connexion, on peut toujours s'appuyer sur son roadbook. Et les panneaux d'indication sont à la fois en japonais, mais ils sont aussi en anglais. Donc ça, c'est quand même assez pratique. En tout cas, ils sont en anglais dans les grandes villes. Donc au final, oui, je dirais que c'est assez facile de se déplacer seul au Japon. En tout cas, moi, je le fais assez aisément.
Alors, proposez-vous également des programmes pour des groupes constitués? Alors oui, tout à fait, on peut proposer des programmes pour des groupes. J'ai déjà fait des demandes pour des groupes allant jusqu'à 40 personnes, mais en général, je reçois des demandes pour des groupes de 4 à 8 personnes maximum. Mais ça, il n'y a aucun souci. Alors tous les programmes, oui, sont basés sur 4 personnes, en tout cas pour le prix. Mais généralement, pour les demandes, j'ai souvent des couples, donc 2 personnes, et des familles allant de 4 à 6 personnes. Mais les programmes présentés, comme je disais, sont basés sur 4 personnes. Pourquoi? Parce que pour les guides et les hébergements, en fait, c'est plus facile pour moi de compter sur une base de 4 personnes, mais il n'y a aucun souci à avoir des prix qui sont globalement les mêmes pour 2, 4 ou 6 personnes. Oui, bah justement, je vais vous envoyer tout ça et ce sera aussi disponible sur YouTube. Alors, peut-on échanger en anglais avec les Japonais ou faut-il connaître un minimum de vocabulaire en japonais? Alors, les Japonais sont quand même assez timides, mais c'est comme en France, ils ont tous étudié les bases de l'anglais à l'école. Donc, si parfois c'est assez difficile de communiquer en anglais, si c'est les bases, normalement, il n'y a aucun souci. Mais s'il y a un problème, il suffit simplement de se connecter à Google Traduction et après, on peut tout à fait communiquer sans aucun souci. Alors, pouvez-vous remettre les contacts après, s'il vous plaît? D'accord, il n'y a pas de souci, je vais remettre les contacts de moi et Gauthier par la suite. Alors, voyage groupe possible, minimum et maximum de PAX avec guide francophone de bout en bout. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai déjà eu des demandes pour 40 personnes. Donc je pense que pour les transports, par exemple, c'est vraiment un maximum, puisque les cars au Japon, ça va être à peu près 38 personnes à 42 personnes. Donc le guide, on peut proposer un guide pour 40 personnes environ, mais moi je proposerais plutôt deux guides pour ce nombre-là. Mais sinon, il n'y a pas de minimum ou de minimum pour les groupes. Alors généralement, comment les Français sont-ils perçus, accueillis par les Japonais? Alors ils sont très bien accueillis, en tout cas j'ai été très bien accueillie au Japon et notamment quand on s'éloigne un petit peu des grandes villes, parce que je dirais que Tokyo c'est une ville qui est quand même assez occupée, on va dire. Donc vous allez traverser la ville, personne ne va vous regarder, personne ne va vous croiser, personne ne va vous parler. Mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, le contact est plus facile. On va vous poser des questions en anglais ou en japonais. On va vouloir vous connaître. Il y a vraiment un échange et les Japonais sont de fait très accueillants. Peut-on peut-on boire facilement de l'alcool au Japon? Alors oui, on peut boire facilement de l'alcool. Après, il faut quand même faire attention à sa consommation. Et moi, si j'ai quelque chose à recommander, c'est le saké japonais et la bière japonaise. Aussi, ce qui est très connu et que peu de gens savent, c'est que le whisky japonais est le meilleur au monde. Donc, il y a des prix chaque année. Et si on a l'occasion, il faut déguster tous ces alcools, bien sûr, avec modération. Et ce qui est aussi étonnant avec le saké, c'est qu'on a beaucoup l'habitude de boire, par exemple, au restaurant chinois, donc des sakés chinois qui sont en fait très forts et qui, je dirais, sont assez similaires à la vodka. Mais en fait, le saké japonais est beaucoup plus doux et les Japonais eux-mêmes auront tendance à le comparer au vin blanc français. Donc voilà, c'est un immanquable.
Alors, pour les onsen, et les clients tatoués, avez-vous des accords pour ne pas qu'ils soient refoulés à l'entrée? Alors, pour information, pour ceux qui ne le savent pas, les tatouages sont souvent interdits, dans les bains publics. Alors pourquoi ils sont interdits? C'est parce qu'en fait ça rappelle, la mafia japonaise. Donc c'était seulement à l'époque les mafieux, donc on appelle les yakuza, qui étaient, tatoués et donc les Japonais, depuis plusieurs années, ont interdit aux clients, tatoués de rentrer. Alors, nous, on ne propose pas de bains publics en soi, on va plutôt proposer du coup des onsen qui sont au sein même d'hébergements japonais. Donc dans ce cas-là, certains hébergements, oui, vont l'interdire quand même, mais nous, ce que l'on propose, c'est plutôt des bains privatisables. Donc là, c'est privatisable 20 minutes, 30 minutes, et là, il n'y a aucun souci puisqu'il n'y a pas d'autres voyageurs qui se baignent en même temps. Et aussi, cela permet de pouvoir se baigner avec son époux, son épouse, puisque dans les bains japonais, c'est souvent les sexes sont séparés, ce qui est tout à fait normal, et on se baigne totalement nu puisque les maillots de bain sont aussi interdits. Donc tous les ryokan que l'on propose avec onsen permettent aux clients tatoués à un moment ou à un autre de pouvoir se baigner. Alors, y a-t-il un code vestimentaire pour les temples? Oui, il y a un code vestimentaire et comme beaucoup de temples et de sanctuaires en Asie, il faut se couvrir les épaules et les jambes et avoir une tenue assez adéquate. Alors, je travaille en agence de voyage et je trouve difficile de proposer le Japon. Avez-vous des méthodes de vente? Alors, Margot, je vous invite à revenir vers moi plus tard si vous le souhaitez pour en parler. Donc, en effet, il y a plusieurs techniques de vente, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, quand on reçoit une demande Japon, c'est parce que les voyageurs sont déjà intéressés par la destination. C'est souvent un rêve, c'est souvent parce qu'ils ont vu des reportages, ils sont fans de quelque chose, des mangas, des sabres, de la gastronomie. Donc en général, si la demande s'avère difficile à proposer, c'est principalement parce que le voyageur n'est en fait pas trop intéressé et que c'était simplement de la curiosité. Mais en général, quand on fait une demande Japon, au final, si on connaît bien la destination, si on a des arguments de vente, ça reste assez facile au final de vendre un voyage pour le Japon si le budget est adéquat et se marie bien avec l'itinéraire qui est proposé. Parce que ça, c'est un autre problème que l'on va avoir pour le Japon, c'est que souvent, on va avoir un budget qui est assez faible parce que les voyageurs ils voient Japon, ils voient Asie, ils ne pensent pas forcément que le budget doit être assez élevé. On peut voyager pour 1500 € assez facilement au Vietnam, en Thaïlande, mais ce ne sera pas le cas pour le Japon. Donc ça, il faut bien le mettre en avant auprès des voyageurs, dire pourquoi ça coûte tant, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir expérimenter et qu'est-ce qu'on va pouvoir rapporter en France. Alors, la destination est elle aussi une destination pour les pros? Possibilité d'accueil pour les réunions, activités team building ou en groupe. Alors tout à fait, il y a beaucoup d'endroits possibles et imaginables pour accueillir des professionnels. Donc vous allez avoir beaucoup de sites, de salles de conférences, dans notamment toutes les grandes villes, il y en a forcément une. Je pense notamment à la ville de Nara. Donc j'y étais récemment et ils étaient en train de construire la plus grande salle de conférence, je crois, de la région. À Tokyo et Osaka, vous allez forcément trouver des hôtels qui peuvent accueillir des groupes et ça se prête très bien. Et pour des activités team building également.
Alors, proposez-vous de loger chez l'habitant. Alors oui, on peut proposer de loger chez l'habitant dans ce qui s'appelle des minchuku. Donc vous allez dormir dans une famille japonaise, vous allez manger avec eux, parfois vous allez aller à la ferme avec eux, à la rivière, vous allez pouvoir vraiment avoir une activité, une expérience à part entière avec les habitants. Mais ça, pour le Japon, c'est quand même très peu demandé et ça se fait vraiment à la campagne. Donc nous, on peut le proposer notamment aux alentours de Nikko. Donc c'est dans le nord de Tokyo. Et par exemple, vous pouvez aller dans une famille, vous promener en bicyclette et récolter des fraises. Donc oui, c'est tout à fait possible de loger chez l'habitant. Alors quel est le prix moyen d'un repas? Quel est le budget à prévoir par jour et pour les visites, repas et transport? Alors, pour le repas, c'est assez étonnant, mais on peut manger pour très peu cher. Donc on va trouver ce qui s'appelle les convenience stores ou appelés en japonais les combini. Donc ce sont des endroits, en fait, des petites supérettes ouvertes 24 heures sur 24. Et en fait, vous allez trouver ce qui s'appelle des bento. Donc les bento, ce sont des déjeuners déjà tout préparé et ça va vous coûter entre 2 et 8 euros. Vraiment, c'est très peu cher, c'est très bon. Et aussi dans les restaurants, vous avez ce qui s'appelle les izakaya. Donc les izakaya, c'est ce qui est l'équivalent en France des bistrots. Donc c'est vraiment des petits restaurants traditionnels japonais. Et là, vous pouvez manger pour 6 à 8 euros sans souci. Donc vraiment, le budget repas est assez bas. Et pour les visites, alors, les sanctuaires et les temples, en grande majorité gratuits. Euh, les transports, c'est à peu près le même prix que à Paris. Donc, on va avoir un métro, un trajet. Ça se compte au trajet. Euh, comment dire, ça se compte selon la longueur du trajet. Donc, vous allez payer entre 1 € et 3 € le trajet. Donc ce qui reste tout à fait abordable. Sachant que les voyageurs dans une ville vont beaucoup marcher, ils vont préférer marcher que de prendre le bus ou le métro. Alors vous organisez aussi des autotours et est-ce que moins coûteux que les formules avec train et transport en commun pour 15-20 jours par exemple? Alors, ce que l'on propose en fait, c'est déjà à moitié en autotour. Alors pourquoi? Parce que sinon, si on proposait cela avec des guides pour toute la durée du séjour, cela coûterait vraiment trop cher aux voyageurs et de toute façon, les voyageurs qui se rendent au Japon n'aiment aiment bien avoir des moments seuls pour faire du shopping, pour découvrir par eux-mêmes, pour se promener, pour être assez tranquille. Donc ça, on le propose déjà, il n'y a aucun souci. Et oui, en effet, ça reste moins coûteux que si on propose le voyage guidé à moitié ou guidé entièrement. Par contre, je recommande quand même de garder les formules avec train et transport en commun parce qu'on en aura forcément besoin. Et si le voyageur ne prend pas, par exemple, le JR Pass avant de se rendre au Japon, il devra l'acheter sur place, ce qui coûte 20% plus cher. Donc c'est quand même plus avantageux de passer par l'agence pour avoir ces formules JR Pass et Suica. Alors proposez-vous des locations de maisons traditionnelles? Alors oui, on en propose. On propose cela notamment sur Kyoto et Kanazawa. Donc c'est vraiment les deux villes où c'est le plus intéressant en fait de loger dans une maison traditionnelle. Mais moi, je le recommande que pour les longs séjours. Alors pourquoi? Parce qu'avec une maison traditionnelle, il faut forcément faire un check-in, un check-out qui est assez long et donc je vais plus avoir tendance à proposer plutôt des hébergements typiques plutôt qu'une location de maison. Mais ça peut tout à fait se faire si par exemple vous restez 5-6 jours à Kyoto. Oui, je peux vous recommander une maison de location. Et c'est beaucoup plus avantageux aussi si on a par exemple 3 à 4 enfants. Donc là, oui, en effet, c'est mieux d'avoir une maison.
et on les propose. Alors, OK pour ne pas avoir de guide sur la durée de séjour, d'un contact sur place qui ont des questions ou des soucis ou s'ils rajoutent une excursion. Alors, moi, je suis toujours joignable téléphone. En général, je demande aux voyageurs d'avoir mon contact à la fois sur WhatsApp et Line, et moi, je leur téléphone tous les jours, à tous les 2 jours. Je suis toujours joignable en cas de souci, et nous avons également des collègues qui sont sur place et qui peuvent aider. Donc, on a des collègues qui sont à Tokyo, Osaka et Kyoto. Donc ça, il n'y a aucun souci. Il est possible toujours de rajouter une excursion à la journée sur 2 ou 3 jours si les voyageurs le souhaitent. Est-il possible de visiter une fabrique de sabres? Alors non, on ne le propose pas encore. Par contre, il y a des quartiers où il est possible de visiter en fait des magasins de sabres traditionnels et aussi de coutellerie. Donc ça, c'est possible, mais on ne propose pas encore de fabrique de sabres, à savoir qu'il est interdit de rapporter des katanas ou toutes sortes de sabres japonais du Japon vers la France, et tout objet métallique d'ailleurs. Alors, est-ce facile d'assister à un combat de sumo et combien cela coûte-t-il? Alors, il est tout à fait possible d'assister à un combat de sumo. Par contre, il n'est pas aisé de trouver une place. Donc là, récemment, il y avait donc les combats de sumo qui se sont faits finalement à huis clos. Et en fait, vous avez 3 sites web où vous pouvez réserver vos places. Donc par contre, il faut se connecter tout de suite. C'est vraiment comme si on assistait à un concert d'une rockstar. Il faut prendre ses places assez rapidement. Donc la moitié des places sont mises en vente tout de suite. Il y a une autre partie qui est mise en vente ensuite. Et sinon, il est possible d'arriver le jour du combat tôt le matin. Donc oui, le bureau ouvre et là, vous pouvez prendre les places restantes, mais ça, c'est au risque et péril du voyageur. Nous, on peut le proposer, mais c'est vrai que c'est assez difficile d'obtenir des places. Combien cela coûte-t-il? Alors cela coûte assez cher. Donc on peut avoir des places entre 60 et 120 euros selon la place où on est. Donc comme je disais, c'est vraiment comme une salle de concert, et il y a aussi des endroits qui sont totalement réservés aux Japonais, donc on ne pourra pas du tout y aller. Et aussi, il y a des places qui sont vraiment hors de prix. Je ne me souviens pas précisément des prix, il faudrait que je re-regarde, mais ça reste assez onéreux. Alors, où aller pour les fans de manga et de jeux vidéo? Alors, Tokyo, donc, pour les fans de vidéos, vous avez le quartier Akihabara, surnommé aussi Akiba. Donc vous avez toutes les nouvelles technologies, vous allez avoir des magasins de manga, des magasins d'animés. C'est vraiment très intéressant. Vous avez sinon partout au Japon des salles d'arcade. Vous avez de toute façon toujours quelque chose pour rappeler les animés, les mangas, les jeux vidéo. Et aussi, vous avez plein d'activités. Vous pouvez aller au musée Ghibli à Tokyo. Vous pouvez visiter certains quartiers un peu cosplay à Harajuku, par exemple, à Tokyo, où il y a d'autres quartiers à Osaka. Vraiment, ça peut plaire à tout le monde. Et récemment, à Osaka, il y a eu l'ouverture du parc Nintendo dans Universal Studios. Donc ça, c'est assez facile de proposer des choses qui plaisent aux fans de manga et jeux vidéo sur les grandes villes japonaises. Alors, est-ce qu'il y aurait éventuellement d'autres questions? Non? Ok.
OK, bah, super. Bah, merci à vous tous. Merci d'avoir participé, à cette présentation. Ah, j'ai une autre question. Ah si, Le bœuf de Kobe. Alors le la bœuf de Kobe, quelle nourriture est la est-elle question? épicée? Voilà. Ah, la nourriture est-elle épicée? Non, pas du tout. Les Japonais, en général, n'aiment pas trop manger épicé, contrairement à d'autres pays d'Asie et donc il n'y a pas de problème, à ce sujet. Pour le bœuf de Kobe, alors, on peut en trouver au final partout au Japon et pas seulement à Kobe et il n'y a pas que le bœuf de Kobe qui est connu, il y a d'autres sortes de bœuf que l'on peut trouver au Japon qui sont tout aussi, délicieux. Je crois que c'est tout pour les questions. En tout cas, merci beaucoup Fiona pour cette belle présentation. Tu as beaucoup de remerciements dans le chat de conversation. Je crois que tu vas avoir pas mal de personnes qui vont te contacter par mail. Et merci à tous pour votre présence. On vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour d'autres formations. Merci à vous. Merci Fiona.